Bonjour, ce qui suit est une présentation des idées essentielles de la théorie CK, enfin ce que j'en ai compris suite à la lecture de la documentation publique sur cette méthode. La théorie CK est une théorie de la conception innovante, c'est-à-dire de la conception d'objets ou de systèmes ou de services nouveaux qui n'ont pas d'existence antérieure. On est dans le monde de l'ingénierie. Cette méthode est le résultat de travaux qui ont été entrepris depuis les années 90 au sein du Centre de gestion scientifique de l'École des mines. Ces travaux se poursuivent, mais il y a suffisamment de résultats intéressants aujourd'hui pour regarder les applications de ces travaux dans des domaines connexes. C'est l'objet de cette présentation. Cette méthode synthétise les observations qui ont été faites lors de multiples inventions. L'émergence de l'idée inventive se manifeste par un énoncé surprenant et souvent paradoxal, dont on ne peut pas dire au départ si cet énoncé est vrai ou faux, compte tenu des connaissances disponibles dans l'état actuel, justement des connaissances. Il est le résultat d'agitations d'idées qui ont toutes pour but de sortir du cadre de pensée dans lequel on se trouve à un instant donné. Des exemples classiques que l'on trouve dans la littérature sur ces cas, c'est la poêle qui n'attache pas, l'aspirateur sans sac, un pneumatique sans caoutchouc, etc., etc. La formalisation du processus de conception innovante fait appel, et sans surprise, à l'idée de concept. On peut parler qu'est-ce qu'un concept. Cet énoncé étant récursif, cela veut dire d'une certaine façon qu'il y a des complications dans les exposés. Empiriquement, la genèse d'un concept suit les étapes suivantes. Il y a d'abord un regroupement des objets dont on pense qu'ils se ressemblent, qui présentent des caractères de similitude et qu'on veut mettre ensemble. Ce regroupement, c'est l'extension du concept. On va lui associer un nom, mais on va aussi s'intéresser aux caractéristiques qui permettent d'identifier qu'un objet appartient ou non à ce domaine extension du concept. Ces caractéristiques s'expriment à l'aide de prédicats, de propriétés, dont la liste constitue la définition en compréhension du concept. La formulation du concept initial requiert un certain nombre de connaissances qu'il faut rassembler, c'est-à-dire en faire l'acquisition, en faire la restitution, pour initier le processus d'idéation, puis le processus de conception. Ces connaissances sont au moins constituées des concepts du domaine, d'autres propositions qui portent sur les relations entre les concepts, et des connaissances qui portent sur des aspects de faisabilité, d'utilisation ou de décomposition. Elles vont constituer, ces connaissances, l'espace K, espace des connaissances, à partir duquel on va définir un premier concept initial de la conception. La méthode trouve son inspiration à propos de ce qui touche les concepts, dans les philosophes, citons Kant, Bachelard, Deleuze, Edgar Morin, ou les scientifiques eux-mêmes qui ont réfléchi à la manière dont ils avaient conçu et trouvé les solutions des grands problèmes qu'ils traitaient. Inspiration mathématique, surtout de la construction de la théorie des ensembles, avec deux applications importantes systématiques, les méthodes d'extension de corps algébrique et la méthode du forcing due à Paul Cohen, qui a permis de démontrer un certain nombre de théorèmes importants sur la théorie des ensembles, et puis aussi de l'histoire des inventions, où l'on étudie comment les concepts initiaux se transforment progressivement. C'est le cas de la théorie de l'information, la théorie des gènes en biologie, et on pourrait comme ça en mentionner plusieurs. Donc, le processus commence par l'énoncé d'un concept et donc d'une conjonction de propriétés qu'il faut satisfaire. Cette proposition initiale n'est pas décidable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec les connaissances disponibles, démontrer la faisabilité de sa conception, donc de sa réalisation, sinon il n'y a pas de conception innovante. Donc il faut chercher
à établir la faisabilité en se préoccupant d'ajouter à l'espace des connaissances les connaissances qui vont permettre de le faire. Cette exploration des connaissances se fait un peu comme on faisait jadis avec la démonstration de théorèmes. On va chercher les théorèmes qui permettent de valider la réalisabilité de CP. Tant qu'on n'a pas cette preuve, le processus ne s'arrête pas. Mais au passage, dans la création de nouvelles connaissances, on peut aussi être amené à définir de nouveaux concepts. On voit alors se dessiner progressivement, via les relations établies entre les différents concepts, ce qu'on peut appeler des arbres et des branches dans l'arborescence des concepts, qui sont autant de champs conceptuels qu'on va explorer en profondeur pour arriver justement à cette fameuse démonstration de faisabilité. Par exemple, des choses qu'on voudrait faire à partir de deux concepts, ici le concept de maison et le concept de bateau, associer chacun à quelques attributs plus spécialisés, plus spécifiques et remarquables, et voir ce qu'on peut en extraire en les mélangeant. Pour cela, faire d'abord une abstraction de ces deux concepts en une structure plus générique, ici objet avec deux attributs, personne et médium, à partir duquel on peut particulariser pour obtenir une péniche avec deux attributs plus spécialisés, résident et eau. On voit que pour faire ces opérations, on travaille de toute façon sur des représentations graphiques de concepts. On va procéder à des partitions, à des expansions, à des catégorisations, à des capitalisations, à des expansions des connaissances, à des généralisations, tout autant d'opérations qui, étant individualisées et mieux spécifiées, vont permettre de procéder pas à pas à des modifications des espaces de conception. Pour résumer, là, on assiste alors à visualiser la conception comme étant un cheminement entre les espaces C et K, des ajouts de nœuds dans ces espaces et de relations entre les nœuds. Et cette navigation dans l'espace C et dans l'espace K constitue la trace de la démarche suivie pour réaliser une preuve de la faisabilité du concept initial. Et c'est ce résultat-là qui constitue la conception du produit nouveau. Pour conclure, on voit, plus ou moins bien d'ailleurs, mais que CK va nous permettre de disposer d'un concept, d'un cadre conceptuel pour décrire la démarche de raisonnement innovative, les axes d'exploration ou les champs conceptuels qui ont été explorés et la définition précise des opérations de transformation. Ce cadre, en plus, va permettre alors de constituer une base pour la justification et la valorisation des projets dans les argumentations auprès de tiers, comme pour les aides au développement, les procédures de crédit impôt recherche et les démarches auprès des capitaux risqueurs. Voilà. J'espère que cette présentation vous a donné quelques idées plus précises sur ce qu'il y a dans la démarche et dans la théorie CK.